Les chiffres du lithium déplacent brutalement le centre de gravité régional. En 6 mois, les prix mondiaux progressent d'environ 30%, tandis que près de 100 000 tonnes confirmées cessent d'être une hypothèse et deviennent une donnée stratégique qui reconfigure les calculs diplomatiques, économiques et sécuritaires. Que signifie, pour ceux qui observent d'Ibrahim Traoré, ce choc chiffré quand le sous-sol cesse d'être un décor et impose un choix lisible aux acteurs locaux comme extérieurs, une bascule brève, lourde, décisive? Cette analyse promet de clarifier ce qui est réellement en jeu derrière des annonces apparemment techniques et des réactions souvent polarisées. Comprendre maintenant pour anticiper risques, marges et conséquences concrètes régionales. L'enjeu dépasse la découverte d'un gisement ou la fluctuation d'un marché. Il concerne la capacité d'un État perçu comme périphérique à transformer un avantage minéral en levier durable, sans perdre le contrôle du tempo ni des bénéficiaires. En filigrane se dessinent des arbitrages précis entre souveraineté, attractivité et stabilité, où chaque décision envoie un signal interprété bien au-delà des frontières nationales. Ce cadre permet aussi de distinguer ce qui relève de la posture symbolique et ce qui procède d'une lecture rationnelle des données disponibles, souvent éclipsées par le bruit médiatique. Le cœur de la promesse est là. Offrir une grille de lecture qui relie chiffres, choix politiques et effets tangibles afin d'éviter les jugements rapides et de mesurer les coûts réels de chaque option avant qu'ils ne deviennent irréversibles. Près de 100 000 tonnes de lithium sont confirmées début 2025, au moment même où le prix mondial progresse d'environ 30% en 6 mois. Ces deux chiffres suffisent à déplacer l'axe d'analyse. Le Mali ne peut plus être lu comme un territoire marginal, car son sous-sol devient une variable structurante de l'ordre énergétique en recomposition. À partir de là, le contexte gagne en densité. Les données minières, longtemps cantonnées aux rapports techniques, commencent à dialoguer avec les signaux diplomatiques et sécuritaires. Ce qui paraissait fragmenté se met en ligne. Chaque décision politique cesse d'être isolée et s'inscrit dans une architecture plus large, où la ressource minérale impose son rythme. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure idéologique que comme un acteur placé à un point de friction précis. Les gestes attribués au pouvoir prennent une autre signification lorsqu'ils sont replacés dans une dynamique où la hausse des estimations de réserve attire mécaniquement des pressions extérieures. Plus les chiffres circulent, plus les intérêts se rapprochent. Trois dynamiques se croisent alors. D'abord, la confirmation du gisement transforme Bamako en centre d'attention international, accélérant les calculs autour du Sahel. Ensuite, la hausse rapide des prix crée un effet d'aspiration, rendant la ressource immédiatement désirable. Enfin, des signaux sécuritaires discrets de 2025 rendent visibles des logiques longtemps latentes. Ensemble, ils dessinent une rupture nette et lisible. Pour comprendre comment ce basculement se matérialise, il faut quitter les déclarations générales et suivre ceux qui perçoivent les changements avant qu'ils ne deviennent visibles à l'échelle nationale. Sur le terrain, dès le début de 2025, des officiers locaux, des responsables techniques et des chefs communautaires décrivent une même série de signaux discrets. Il ne s'agit pas d'événements spectaculaires, mais de modifications graduelles qui altèrent la perception de l'espace et du risque. Dans les zones proches des gisements, des civils récemment intégrés à des dispositifs de défense territoriale signalent des présences inhabituelles. De petites équipes apparaissent, observent, cartographient les accès sans annonce officielle ni couverture médiatique.
Ces mouvements ne provoquent pas d'affrontements immédiats, mais ils suffisent à faire comprendre que le sous-sol a changé de statut. Ce qui relevait de l'économie devient un enjeu de contrôle. Plus au sud, des chefs traditionnels rapportent avoir été sollicités pour appuyer des projets d'exploitation accélérée. Les propositions sont prudentes, présentées comme des opportunités locales assorties de compensations financières. Pourtant, leur répétition révèle une pression croissante bien avant les décisions visibles prises à Bamako. Le discours idéologique cède la place à une négociation matérielle, ancrée dans le quotidien des villages. Ces récits, pris isolément, pourraient sembler anecdotiques. Leur importance tient à leur convergence. Ensemble, ils forment une phase d'alerte précoce où les communautés comprennent avant tout le monde que leur environnement devient stratégique. Dans cette séquence, les choix associés au pouvoir central et implicitement à Ibrahim Traoré cessent d'être abstraits. Ils s'inscrivent dans une réalité vécue, faite d'attentes nouvelles et de tensions latentes. Le sens est clair et immédiat. La ressource n'est plus lointaine, elle façonne déjà les équilibres locaux. La séquence s'active lorsque les signaux faibles accumulés au début de 2025 cessent d'être de simples observations pour devenir des décisions visibles. Ce qui relevait jusque-là de l'anticipation entre dans le registre de l'action. Le déclenchement des tournettes. Au printemps, le gouvernement malien annonce l'instauration d'une taxe exceptionnelle de 20% sur les profits réalisés par les entreprises étrangères opérant dans le secteur minier. Le geste est formulé comme une mesure administrative presque technique. Pourtant, son effet est immédiat. Les acteurs concernés réagissent vivement, évoquant une détérioration du climat d'investissement et laissant planer la menace d'un retrait partiel. À ce stade, l'attente dominante, à l'extérieur comme chez certains observateurs internes, est celle d'un ajustement rapide. Beaucoup anticipent un recul, une renégociation ou un adoucissement du dispositif. Or, la trajectoire suivie s'écarte de ce scénario. La décision n'est ni corrigée ni atténuée. Elle s'inscrit dans une lecture où la hausse rapide du prix mondial du lithium confère au Mali une marge de manœuvre inédite. Le pouvoir estime pouvoir absorber une phase de tension sans céder immédiatement. Dans cette logique, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un décideur isolé que comme l'exécutant d'une séquence déjà engagée, structurée par des données économiques précises. La montée en tension constitue le cœur de la séquence. Dans les mois qui suivent, les entreprises minières cherchent à contourner la taxe par des négociations discrètes, des demandes d'exemption ou des ajustements contractuels. Chaque tentative suscite une réponse graduée. Les autorités renforcent la surveillance des zones d'extraction, restreignent certains accès et resserrent le contrôle des flux financiers liés aux activités minières. La relation change de nature. Elle ne repose plus sur la recherche d'un compromis rapide, mais sur l'affirmation d'un cadre présenté comme non négociable. Le point culminant intervient à l'automne. En octobre 2025, le gouvernement annonce la fermeture totale des frontières. L'acte est à la fois symbolique et opérationnel. Il signale que la protection des ressources stratégiques prime désormais sur les considérations commerciales immédiates. À l'extérieur, la décision est largement interprétée comme un isolement volontaire, voire comme une rupture avec les partenaires traditionnels. À l'intérieur, elle s'inscrit dans une continuité déjà perceptible: réduire les points d'entrée, contrôler les mouvements, verrouiller les zones sensibles associées aux ressources. Les répliques ne tardent pas.
Quelques jours après l'annonce, une tentative de franchissement de la frontière par un groupe armé opérant sous couvert de protection d'intérêts économiques est signalée. L'affrontement est bref, mais il cristallise la tension accumulée depuis des mois. Les forces locales repoussent l'incursion et l'épisode agit comme un message adressé aux observateurs régionaux. Le cadre a changé et il sera défendu. À partir de ce moment, chaque événement renvoie au précédent. Sanctions économiques évoquées à l'international, condamnations diplomatiques et pression médiatique s'agrègent en une même onde de choc. Pourtant, cette onde ne produit pas l'effet attendu. L'opinion publique interne, loin de se fragmenter, se restructure autour d'un sentiment de souveraineté affirmé. La chaîne des événements, du déclenchement initial aux répliques successives, révèle une logique cohérente. Accepter le coût de la confrontation pour redéfinir durablement les conditions d'accès aux ressources. Avant 2020, le lithium malien relevait d'une hypothèse marginale. En quelques mois, il devient un levier central, mesurable et politiquement opérant. La bascule s'observe d'abord dans un chiffre brut, près de 100 000 tonnes de réserves confirmées au début de l'année. Cette donnée transforme une incertitude géologique en actif stratégique tangible. Elle suffit à repositionner le Mali parmi les territoires suivis de près par les acteurs du marché énergétique mondial, modifiant immédiatement la perception des risques et des opportunités. Le deuxième indicateur agit comme un accélérateur. Sur la même période, le prix mondial du lithium progresse d'environ 30% en 6 mois. Cette hausse rapide augmente mécaniquement la valeur politique de chaque décision nationale. Le delta est décisif. Ce qui aurait pu rester une négociation technique devient un enjeu de pouvoir, car la ressource gagne en valeur plus vite que les cadres institutionnels censés l'encadrer. Dans un tel contexte, le facteur temps compte autant que la quantité extraite. Un troisième repère permet de relier ces données économiques à la dynamique interne. Une enquête menée au milieu de 2025 indique qu'environ 60% de la population soutient les mesures visant à protéger les ressources nationales. Ce soutien majoritaire confère une légitimité politique aux choix coûteux sur le plan diplomatique. Il signale que la marge de manœuvre du pouvoir ne repose plus uniquement sur des équilibres extérieurs, mais s'ancre aussi dans une adhésion domestique suffisamment large pour absorber des chocs temporaires. Pris ensemble, ces trois chiffres forment une chaîne logique. Le volume confirmé crée l'intérêt, la hausse des prix crée la pression, le soutien interne crée la capacité d'endurance. C'est dans cet espace que s'inscrivent les décisions associées à Ibrahim Traoré. Elles cessent d'apparaître comme des paris isolés et deviennent des réponses structurées à un environnement chiffré précis où le rapport coût-bénéfice a été recalculé. Le passage du baseline au delta modifie également la posture des acteurs extérieurs. Tant que les réserves restaient incertaines, la prudence dominait. Lorsque les chiffres se stabilisent et que les prix s'envolent, l'empressement apparaît. Tentative de négociation accélérée, pression diplomatique et discours alarmistes suivent cette courbe. Les données ne provoquent pas seulement des décisions internes, elles déclenchent des réactions en chaîne. À l'intérieur du pays, l'effet est tout aussi mesurable, bien qu'encore partiel. Les revenus potentiels liés au lithium ouvrent une perspective de redistribution, tandis que les mécanismes de contrôle renforcés visent à éviter une captation externe rapide. Le choix consiste à accepter un ralentissement des flux immédiats pour sécuriser une valeur à moyen terme. Dans cette temporalité, Ibrahim Traoré s'inscrit dans une logique claire: sacrifier
une partie de la fluidité présente afin de consolider la maîtrise future. Ces chiffres n'expliquent pas tout, mais ils structurent le cadre. Ils montrent pourquoi certaines décisions perçues comme abruptes à l'extérieur apparaissent cohérentes depuis l'intérieur. La question qui demeure est simple. Jusqu'où ce cadre chiffré peut-il tenir lorsque les pressions augmentent, que les équilibres régionaux continuent de se déplacer? Le débat qui se structure autour des décisions prises en 2025 oppose deux lectures cohérentes, chacune appuyée sur des arguments solides. Les partisans de la ligne gouvernementale avancent d'abord un constat sécuritaire. Pour eux, les signaux détectés en amont, observations répétées, tentatives de cartographie, approches discrètes autour des zones minières, indiquent que la compétition pour la ressource était déjà engagée. Dans cette perspective, la taxe exceptionnelle, le renforcement du contrôle territorial et la fermeture des frontières constituaient des réponses proportionnées. L'inaction, soutiennent-ils, aurait accru le risque de captation rapide d'un actif devenu stratégique. Ils ajoutent un second argument économique. La hausse rapide du prix mondial du lithium modifie le rapport de force. Dans un marché tendu, la ressource gagne en attractivité, ce qui réduit la dépendance immédiate aux investissements étrangers. Accepter une phase de tension permettrait, selon eux, de négocier ultérieurement depuis une position plus favorable. La souveraineté est alors conçue comme un levier de long terme, et non comme une posture de circonstance. Face à cette lecture, les opposants internes développent une critique tout aussi rationnelle. Ils soulignent d'abord le risque d'isolement économique et diplomatique. La fermeture des frontières et le durcissement réglementaire peuvent freiner l'accès au marché, ralentir les flux financiers et exposer le pays à des sanctions. À leurs yeux, une économie trop centrée sur une ressource reste vulnérable aux cycles mondiaux. Un retournement de prix pourrait transformer un avantage temporaire en contrainte durable. Ils plaident donc pour une ouverture contrôlée, combinant protection des ressources et diplomatie active. Pour dépasser cette opposition, il faut confronter ces arguments aux données disponibles. La confirmation de volumes importants de lithium réduit l'incertitude structurelle qui justifiait auparavant la prudence. La hausse de prix accroît la valeur stratégique de chaque décision, rendant coûteuse toute temporisation. Enfin, le soutien majoritaire observé au sein de la population indique que le risque politique interne est limité à court terme, ce qui modifie le calcul coût-bénéfice des autorités. Ainsi, les deux positions reposent sur des risques réels. Mais l'environnement chiffré et sécuritaire tend à montrer que la défense active des ressources s'inscrit davantage comme une nécessité stratégique que comme un choix idéologique. La question n'est plus de savoir si le risque existe, mais quel risque est jugé acceptable dans un contexte de pression accrue. Le cadre change silencieusement. Le 15 août 2025, une décision administrative redéfinit la trajectoire engagée depuis le début de l'année, l'annonce de la création d'un fonds souverain national. Le geste est discret, presque technique, mais son effet est structurant. Jusqu'alors, l'action publique répondait à des pressions immédiates par des mesures défensives. Avec ce fonds, l'État organise désormais la conservation, l'allocation et la redistribution de la valeur issue des ressources minières. Ce pivot modifie la temporalité du rapport de force. Il ne s'agit plus seulement de contrôler l'accès au lithium, mais d'inscrire ces revenus dans une architecture durable, orientée vers des priorités internes. La logique passe de l'empêchement à la structuration. La protection cesse d'être une fin en soi pour devenir le préalable d'une politique économique assumée. Dans cette inflexion, la figure d'Ibrahim Traoré gagne une autre lisibilité analytique. Ses décisions, souvent interprétées comme abruptes, s'alignent désormais
sur une séquence cohérente où sécurité territoriale et projection économique se superposent. Le fond agit comme une charnière. Il clôt une phase de réaction et ouvre une phase d'anticipation. À partir de ce point médian, une question s'impose. Si la défense des ressources devient un projet économique organisé, quels effets concrets cette bascule produit-elle pour l'État, les acteurs locaux et l'environnement régional? Pour l'État, d'abord, la stratégie engagée depuis 2025 modifie profondément la capacité d'action publique. Le contrôle renforcé des ressources et la mise en place d'outils nationaux de captation des revenus créent une marge budgétaire nouvelle, même si elle reste progressive. Les recettes potentielles liées au lithium ne constituent pas seulement un apport financier, elles deviennent un instrument de planification. Elles permettent d'envisager des investissements ciblés sans dépendre exclusivement de partenaires extérieurs. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré incarne une ligne de continuité où la souveraineté économique sert aussi de levier de stabilisation politique, en réaffirmant l'autorité de l'État dans des zones longtemps considérées comme périphériques. Pour les entreprises, les effets sont contrastés mais structurants. Le durcissement du cadre réglementaire et la taxe exceptionnelle sur les profits étrangers provoquent un retrait partiel de certains opérateurs internationaux. Ce mouvement crée des tensions à court terme, notamment sur les flux d'investissement, mais il ouvre également un espace inédit pour des acteurs nationaux ou régionaux, jusqu'alors relégués à des rôles secondaires. Les entreprises locales gagnent en visibilité et en responsabilité, en particulier dans les fonctions techniques, logistiques et de maintenance. Cette transition impose des exigences plus élevées en matière de compétences et de conformité, mais elle redessine un paysage où la valeur ajoutée ne s'échappe plus systématiquement hors du pays. Pour les populations vivant à proximité des zones minières, les conséquences sont immédiatement perceptibles. L'intensification des activités encadrées et la montée en compétences locales créent des perspectives d'emploi nouvelles, notamment dans les métiers techniques. Des formations, jusque-là marginales, deviennent des passerelles concrètes vers un revenu stable. En parallèle, la présence renforcée de l'État et des dispositifs de sécurité modifie le quotidien. Cette double dynamique suscite à la fois des attentes fortes et des inquiétudes persistantes. Les communautés perçoivent les promesses de redistribution, mais elles restent attentives aux risques liés à la valeur stratégique accrue de leur environnement immédiat. Là encore, les décisions associées à Ibrahim Traoré se traduisent moins par des discours que par des changements tangibles. À l'échelle régionale, enfin, le signal envoyé dépasse largement les frontières nationales. Les pays voisins du Sahel observent avec attention la manière dont Bamako transforme une ressource en levier politique. Certains y voient un modèle potentiel d'émancipation économique, d'autres redoutent un déséquilibre des alliances existantes. La hausse rapide du prix du lithium amplifie cette lecture. La compétition pour les ressources s'intensifie et chaque décision nationale résonne dans un environnement régional déjà fragile. Le Mali cesse d'être un simple espace traversé par des dynamiques extérieures. Il devient un point de référence stratégique. Ainsi, pour l'État, les entreprises, les populations et la région, les effets convergent vers une même réalité. La ressource redéfinit les rapports de force. La question qui s'impose désormais est de savoir comment cette recomposition influencera les choix à venir, lorsque les pressions extérieures et les attentes internes continueront de monter. À partir des dynamiques observées depuis 2025, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les prochains mois.
Elles ne prétendent pas prédire l'avenir. Elles prolongent les lignes de force déjà visibles et testent leur capacité de résistance face à des pressions évolutives. Le premier scénario correspond à une stabilisation sous vigilance. Dans cette configuration, le Mali parvient à maintenir l'équilibre fragile créé par la taxe exceptionnelle, le contrôle renforcé des zones minières et l'activation du fonds souverain. Les investissements étrangers se contractent sans disparaître, tandis que les acteurs nationaux consolident progressivement leurs compétences. Les recettes issues du lithium sont orientées vers des projets ciblés, notamment la formation technique et les infrastructures liées à l'extraction. Les tensions diplomatiques persistent, mais elles restent contenues dans un registre de négociations prudentes. Si les prix mondiaux se maintiennent, alors cette trajectoire permettrait une consolidation lente, fondée sur des ajustements continus plutôt que sur de nouvelles ruptures. Le deuxième scénario, plus favorable, repose sur une dynamique de coordination régionale. Ici, l'exemple malien agit comme un catalyseur. D'autres pays du Sahel, confrontés à des enjeux similaires de ressources et de souveraineté, pourraient nous chercher à aligner certaines politiques minières et fiscales. La mutualisation d'infrastructures et la création de cadres de négociation communs renforceraient leur poids face aux acteurs industriels globaux. Dans cette hypothèse, le Mali transformerait une stratégie nationale en levier régional, réduisant l'isolement et augmentant sa capacité de négociation. Le fonds souverain jouerait alors un rôle central dans le financement de projets dépassant le strict cadre national, donnant une profondeur nouvelle aux choix associés à Ibrahim Traoré. Le troisième scénario est plus contraint. Il s'inscrit dans une pression extérieure accrue, marquée par un durcissement des sanctions économiques et une restriction de l'accès aux marchés internationaux. Les exportations ralentissent, les flux financiers se tendent et l'inflation pèse sur le quotidien. Si, dans le même temps, les prix du lithium se replient ou deviennent plus volatiles, la marge de manœuvre se réduit rapidement. Le pays serait alors confronté à des arbitrages délicats entre maintien de la ligne souverainiste et concessions économiques ciblées destinées à desserrer l'étau. Face à ces trajectoires, une recommandation de méthode s'impose. Plutôt que de parier sur un seul avenir, il devient essentiel d'évaluer en continu l'interaction entre pressions externes, capacités internes et alliances régionales. C'est dans cet ajustement permanent, plus que dans un choix figé, que se jouera réellement la trajectoire des mois à venir. Au-delà des scénarios macroéconomiques et diplomatiques, les décisions prises depuis 2025 touchent directement la vie quotidienne de groupes bien identifiés. Pour les jeunes générations maliennes, d'abord, cette période ouvre un horizon inédit. L'essor des activités liées au lithium et l'accent mis sur la formation technique créent des perspectives d'emploi qui n'existaient pas auparavant à cette échelle. La possibilité de construire un parcours professionnel sans dépendre exclusivement d'expertises extérieures modifie les attentes sociales. Le travail minier cesse progressivement d'être perçu comme une extraction imposée. Il devient un espace de projection et d'apprentissage. Pour les familles vivant à proximité des zones d'exploitation, l'impact est plus ambivalent. D'un côté, l'arrivée d'infrastructures, la reconnaissance accrue des communautés locales et la promesse d'une redistribution future via des mécanismes nationaux nourrissent des espoirs concrets. De l'autre, la montée de la valeur stratégique du sous-sol s'accompagne d'une vigilance sécuritaire nouvelle. Le quotidien se charge d'une tension diffuse où les bénéfices attendus coexistent
avec des inquiétudes réelles sur la stabilité et la continuité de la vie locale. Les entrepreneurs nationaux se trouvent également à un point de bascule. Le retrait partiel de certains acteurs étrangers libère des espaces d'initiative, mais impose des exigences élevées. Répondre à des normes plus strictes, investir dans les compétences et assumer davantage de responsabilités techniques représente un défi important. Pour ceux qui parviennent à s'adapter, la période offre une occasion rare de monter en gamme et d'ancrage durable dans la chaîne de valeur. Enfin, pour les Maliens établis à l'étranger, ces transformations interrogent le regard porté sur le pays. Les récits internationaux, souvent alarmistes, entrent en tension avec les retours du terrain. Cette dissonance pousse à reconsidérer les catégories d'analyse habituelles et à s'interroger sur la manière de soutenir une trajectoire de souveraineté sans en nier les fragilités. La consolidation de la trajectoire engagée repose désormais sur une série d'étapes concrètes, pensées pour transformer une posture défensive en politique durable. La première étape concerne la gouvernance des ressources. Il s'agit de clarifier qui décide, à quel niveau et selon quels critères, afin d'éviter la dispersion et les arbitrages opaques. Le fonds souverain devient dit l'outil central. Il doit capter les revenus issus du lithium, définir des priorités d'investissement explicites et garantir une traçabilité suffisante pour maintenir la confiance interne. Sans ce cadre, la valeur créée risque de se diluer avant de produire des effets structurants. La deuxième étape porte sur le capital humain. Réduire la dépendance aux expertises extérieures passe par des programmes de formation ciblés, orientés vers les métiers techniques, scientifiques et de gestion liés à l'extraction et à la transformation. L'objectif n'est pas l'autarcie immédiate, mais une montée en compétences progressive. Cette évolution doit être mesurée par des indicateurs simples: nombre de techniciens formés, part des postes clés occupés localement, continuité opérationnelle des sites. C'est à ce niveau que les décisions associées à Ibrahim Traoré prennent une dimension durable, car elles conditionnent la capacité du pays à maîtriser ses choix sur le long terme. La troisième étape touche à l'allocation économique des revenus. Diversifier les usages du produit minier permet de limiter la vulnérabilité au cycle du marché mondial. Investir dans les infrastructures, l'agriculture ou les services essentiels crée des relais de croissance interne et amortit les chocs externes. Ce choix implique d'arbitrer entre rendement immédiat et résilience future, un équilibre délicat mais décisif. Enfin, une quatrième étape s'impose à l'échelle régionale. Renforcer les coopérations avec les pays voisins du Sahel peut réduire l'isolement et mutualiser certains coûts, notamment en matière de sécurité et de logistique. Cette coordination reste complexe, mais elle offre une alternative aux rapports asymétriques. Ensemble, ces étapes donnent une cohérence nouvelle aux choix opérés depuis 2025 et referment la boucle ouverte plus tôt. La protection des ressources n'est viable que si elle débouche sur des bénéfices mesurables et partagés. Le fil de cette séquence ramène aux scènes initiales, là où le changement a commencé sans annonce spectaculaire. Dans les villages proches des zones minières, le regard porté sur le territoire s'est transformé. Ce qui était un paysage familier est devenu un espace observé, protégé, parfois convoité. Les chefs communautaires, les techniciens locaux et les familles évoquées plus tôt incarnent désormais le cœur d'un récit plus large, où les décisions nationales trouvent une traduction concrète dans le quotidien. Ce retour au terrain éclaire la portée réelle des choix opérés. Les mesures prises depuis 2025 ne sont pas restées abstraites. Elles ont redéfini des trajectoires individuelles, des attentes collectives et des rapports
et rapport à l'avenir. À ce niveau, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure distante que comme un point de convergence. Ces décisions se lisent à travers leurs effets cumulés, perceptibles dans la durée et vécus par ceux qui sont au contact direct de la ressource. Une phrase résume ce passage décisif. La souveraineté commence quand les choix deviennent tangibles. Elle marque le glissement d'une posture défensive vers une affirmation assumée, fondée sur des actes mais plutôt que sur des déclarations. Ainsi, le Mali n'est plus décrit uniquement par sa fragilité. Il est aussi défini par sa capacité à décider, à assumer le coût de ses choix et à inscrire cette volonté dans le temps long. Cette capacité reste en construction, mais elle constitue désormais le socle sur lequel s'appuient les projections à venir, portées par une ligne incarnée, entre autres, par Ibrahim Traoré. Ce qui se joue autour du lithium malien dépasse désormais le cadre d'une politique sectorielle ou d'un épisode conjoncturel. La manière dont un pays choisit de gérer une ressource stratégique interroge des équilibres qui concernent d'autres régions, d'autres sociétés et d'autres trajectoires de développement. Ici, la ressource agit comme un révélateur. Elle met en lumière les tensions entre souveraineté, intégration mondiale et attente sociale, sans offrir de solution simple ni universelle. Observer cette séquence invite donc à élargir le regard. Faut-il privilégier la protection stricte des ressources au risque de tensions prolongées, ou rechercher des compromis capables d'amortir les chocs extérieurs? Comment évaluer une stratégie dont les effets se déploient sur le temps long, bien au-delà des réactions immédiates des marchés ou des chancelleries? Et jusqu'où un État peut-il aller pour transformer un avantage minéral en projet collectif durable, accepté et compris par sa population? Ces questions ne concernent pas uniquement le Mali. Elles résonnent partout où des ressources deviennent des leviers de pouvoir et de choix politiques. La réflexion reste ouverte. Elle gagne à être partagée, discutée et confrontée à d'autres expériences afin d'affiner la compréhension des décisions à venir et des responsabilités qu'elles impliquent.